Retour sur le plateau de Politique en compagnie de Jean-Marie Colombani de Slate.fr, Bruno Roger Petit de Challenge, Carole Bergeon, chef du service politique de l'Obs et Dominique Régnier de la Fondapol. On continue un petit peu, avant de passer à la droite, sur le cas François Hollande, puisque ça mérite qu'on s'y arrête quand même un peu plus longtemps. Donc ce livre qui se percute avec cette bonne interview pourtant de l'Obs, mais dans le fond un président qui s'auto-cannibalise avec deux événements et un qui détruit l'autre, on l'a dit dans cette première partie. Alors pour Jean-Christophe Cambadélis, le patron des socialistes, eh bien écoutez son analyse. Il a raison d'utiliser cette pré-campagne pour faire le point, pour dire sa part de vérité. Voilà, il dit sa part de vérité. Bien sûr, ça fait penser à une expression mitterrandienne, bien évidemment. Sa part de vérité, mais enfin, franchement, quand un président de la République parle de ses amours, de Valérie Trierweiler, de Ségolène, etc., ou qu'il dit « je suis le spectre de l'Élysée », ça fout les jetons, Carole, non? Oui, mais non, mais c'est vrai. On a l'impression que c'est tout à fait ça, parce que je ne vois pas très bien comment les Français pourraient. Enfin, le rôle d'un président de la République, c'est quand même, on dit que c'est le père de la nation. Il dit je suis le spectre de l'Élysée. C'est celui qui doit a priori nous protéger, nous les citoyens. Et effectivement, quelqu'un qui dit je suis le spectre de l'Élysée, c'est extrêmement inquiétant. Au contraire, je trouve ça anxiogène. Mais oui, totalement anxiogène. Ça fait peur. Mais c'est là, pour revenir à ce que disait Jean-Marie Colombani tout à l'heure. Vous vous souvenez que Lionel Jospin, alors je ne sais plus si c'était quand il avait dit que Chirac était usé, vieux, fatigué, etc. Et ensuite il avait dit ça ne me ressemble pas. Ça n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas, il avait dit. Et ça n'est pas moi. Et ça n'est pas. Ouais. Et ben là, on a l'impression, c'est exactement ce que disait Jean-Marie Colombani tout à l'heure. Il y a François qui dit quelque chose et puis Hollande qui dit au fond le contraire, parce que sur l'immigration, le président Hollande ne tient pas du tout le même discours que mais en ce même que temps, dit François. En même temps, il y a un problème de restitution. Parce que quand ces deux journalistes, qui sont d'excellents journalistes par ailleurs, d'excellents enquêteurs, quand ils sont face à François Hollande, ils le retranscrivent. C'est du premier degré. Or, chacun sait bien, pour avoir côtoyer François Hollande ne serait-ce que 5 minutes, qu'il a la vanne et la blague facile, rappel de ce que disait Lionel Jospin. Donc quand il sort des phrases qui sont dans son esprit, des espèces de provocations assez drôlatiques, et si vous ne prenez pas le recul, si vous ne remettez pas ça au second degré, puisque c'est au second degré, et que vous ne recontextualisez pas ça, et vous êtes dans l'erreur. Roselyne, vous savez très bien ce dont je parle, par exemple la phrase sur la Marianne. Mais oui, la phrase sur la Marianne. Ah non, mais ça, elle n'est pas maîtrisée. Elle est tronquée, ça. Elle est tronquée. Dans la manière dont ça, c'est la malhonnêteté des journalistes. C'est beaucoup, il y a beaucoup de ça. Là, mais il y a de la maladresse quand même. Je pense qu'elle a été interprétée par des gens qui ne l'ont pas lu. Ou par des personnes qui voulaient une interprétation on peut peut-être expliquer quand même de quoi il est pour nos téléspectateurs. Il dit dans une interview la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Alors quand on dit ça, on dit quoi? Il y aura des Mariannes voilées dans les mairies? Et en fait non, il dit parce que d'une certaine façon, si on arrive à lui offrir les conditions pour son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française tout en étant religieuse si elle veut l'être et capable de porter un idéal. En clair, grâce à la laïcité, elle sera sortie de l'asservissement. Du coup, la phrase pose un problème à une certaine gauche, alors qu'au début, ça pose un problème à la droite. Oui, non, mais ça pose un problème à la gauche. Mais on peut tourner autour du pot de la psychologie de François Hollande pendant des heures et des heures. Ou de la pathologie, si vous voulez, mais je vous laisse la responsabilité du mot. Non, mais il y a un problème de dédoublement, là. Oui, il y a aussi une conséquence politique. On vient de voir Jean-Christophe Cambadélis avec ses petites rames tenter de sauver ce qui peut l'être. Mais il faut savoir qu'hier, ce même Jean-Christophe Cambadélis, il a été assailli de coups de fil, de textos de socialistes
de parlementaires, de ministres, disant on n'en peut plus, on ne peut pas aller à la présidentielle avec lui. C'est ça qui s'est passé hier, et qui est extrêmement grave pour le président. C'est pour ça que je me permettais de dire que la logique de cette situation aujourd'hui créée, c'est une candidature de Manuel Valls au bout de la route. Et par ailleurs, on peut dire sur le calendrier. Je voudrais juste terminer, mais ça rejoint en fait ce que dit Dominique. Nous allons publier, Jean-Marie, nous allons publier sur le site de Challenge cette semaine une interview d'Emmanuel Macron. Donc je vous recommande de le lire, je fais un peu de publicité au passage, parce que point par point, je dis bien point par point, sur tous les sujets, l'exercice du pouvoir, le rapport aux France fracturées, l'économie, la question de l'islam, de la laïcité, c'est une réfutation de la politique de François Hollande et de Manuel Valls. Et ce débat-là... Et d'Emmanuel Macron, puisqu'il a été un de ses concepteurs et un de ses artisans. Vous verrez, vous verrez comment... On n'est pas obligé d'être dupe. Non, on n'est pas dupe, mais ce que je vous dis politiquement, c'est que vous avez deux contre-offres qui sont en train d'émerger. Manuel Valls, Arnaud Montebourg, ça c'est le PS, et puis à côté, une offre Emmanuel Macron, qui quand même, aujourd'hui, on peut le regarder, c'est 15% dans les intentions de vote dans tous les sondages, ça représente quelque chose. Je ne sais pas si ça va aller au bout, mais aujourd'hui, en tout cas, ça parle à beaucoup de gens. Et le livre et les conséquences politiques qu'il emporte, ça va aussi, sans doute, conforter ces gens-là dans l'idée qu'il faut chercher ailleurs, d'autant que le président lui-même dit que le PS, c'est fini, il faut s'en débarrasser. Dominique. Je voudrais ajouter une chose par rapport à ce livre que nous commentons, et à raison... que nous n'avons pas lu. Non, dire que j'ai lu les 600 pages, moi, ce serait mentir. Mais quand on m'en a parlé au début, on m'a dit 700 pages, maintenant on m'a dit 600, donc j'attends que ça se stabilise. 700. Moi j'ai 600, 600 quoi? C'est 700 avec les notes, et c'est 650. Non, mais il faut le lire, parce que ça va être un livre d'époque. Moi, et pour des raisons négatives, parce que moi, ce qui me préoccupe beaucoup, quand j'entends tout ça, et j'ai lu beaucoup d'extraits, comme tout le monde, on a attrapé tout ça, c'est quand même, ça a à voir avec le délitement généralisé dans lequel nous sommes. C'est pas une blague, ça. Que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit dans le monde, cette espèce d'affaissement de tout ce fissure, ce lézarde, part en vrille, c'est quelque chose quand même qui va travailler les Français, ça. C'est pas n'importe quelle institution. C'est la présidence de la République, donc il y a République dedans, c'est le chef de l'État, il y a chef, c'est en train de partir. Moi, je ne dirais pas que c'est Hollande, pas du tout, mais c'est un phénomène très profond, général. Là, il ajoute beaucoup, bien sûr, d'éléments en ce sens-là, et ça ne peut... Encore une fois, je suis navré d'avoir si souvent conclu ainsi, mais ça ne peut que favoriser une demande qui se propage de restauration autoritariste, non pas de retour de l'autorité, mais de restauration autoritariste, de personnes qui veulent enfin sentir le joug, quelque chose qui ressemble à une canne, à un coup, à une institution, à une menace même. Parce et à une dignité. Et aussi à une dignité. Mais en général, on respecte ce qui fait peur, de toute façon. Alors, c'est pour ça, il y a une demande de ce type qui se constitue. Et là, plutôt que, je dirais, d'apporter une espèce de fermeté progressiste, critique, analytique, y compris d'autocritique, ce serait très bien. C'est une espèce de déballage, ça ressemble à un déballage général qui nourrit au contraire ce mouvement-là. Alors justement, l'autorité, la droite veut s'en saisir et s'en est saisie. C'est le grand soir ce jeudi pour la droite, puisque c'est le premier débat. Donc je reste avec vous, si vous le permettez, Dominique, puisque vous dirigez un grand think tank de droite, très influent, donc Fondapol. La question fondamentale, c'est est-ce que la droite, aujourd'hui, est capable de diriger le pays, de gérer le pays? Est-ce qu'elle est prête, dans le fond, sur les grands sujets du XXIe siècle, sur l'éducation, Carole connaît bien ce sujet, le numérique, etc., ou même sur... on reparlera de l'économie dans quelques instants, mais est-ce qu'elle est prête, la droite? Alors, moi, vraiment, c'est pas pour esquiver une réponse à votre question, mais c'est pas mon rôle. Les gens vont en juger, parce que les électeurs vont se prononcer. Vous êtes censé influencer. Non, de la nourrir. Nous faisons des expertises et des recommandations, d'ailleurs, qui sont ouvertes à tout le monde. Elles ne sont pas réservées à tel ou tel. On s'inscrit dans un paradigme libéral. On est une fondation libérale, progressiste et européenne. Et les gens vont en juger. Ils verront ce soir. Oui. Oui, bien sûr, il y a des programmes, il y a des projets qui sont travaillés plus ou moins, et ça va être ça, notamment la primaire. Les gens vont juger par eux-mêmes, ils se décideront, puis l'élection présidentielle. Et j'espère qu'il y aura un débat. J'en doute, malheureusement, puisque le second tour pourrait opposer un candidat à Marine Le Pen, auquel cas c'est fini, il n'y a plus de débat, et on va se demander quel candidat choisir pour éviter le pire. Mais je veux juste un mot à ce sujet. La primaire, dont on a fait quand même gorge chaude pendant pas mal de temps. Moi, je n'ai pas de meilleur système à proposer et je le regrette parce que je trouve que c'est un système tout à fait catastrophique qui empêche les gens de travailler.
On ne fait pas de bilan. On aurait dû avoir un bilan du quinquennat de Sarkozy, comme on devrait faire proprement un bilan de la gauche si elle vient à être battue en 2017. Mais vous avez aussitôt, par la primaire, une intensification incroyable de la présidentialisation du système politique français. On repart avec des écuries en compétition entre elles. Alors il faudrait le bon chef. On ne travaille plus, de bon chef. On ne s'oppose plus, on ne fait pas un travail propre d'opposition démocratique. Et on arrive comme ça, tout d'un coup, voilà, on va choisir quelqu'un, et ce soir, probablement que sur le plateau, il y aura le futur président. Enfin, c'est une probabilité élevée. Mais est-ce qu'il aura eu le temps de véritablement travailler son projet pour rassembler au-delà de son propre camp? C'est pas sûr. Oui. C'est pas tant le temps d'ailleurs, parce que le temps, il y a toujours un... Quand vous vous préparez à exercer le pouvoir, vous êtes dans l'opposition. Et Dieu sait si Alain Juppé et d'autres se sont préparés. Ils se préparent avec des idées, des contraintes, voire des dogmes qui sont ceux d'aujourd'hui. Et ils vont gouverner demain dans un univers qui s'accélère et qui va à toute vitesse. Et donc le décalage est quasiment inévitable. Donc ce qu'il faudrait, c'est nous éviter des campagnes catalogues où chaque micro-corporation obtient une promesse de son candidat de cœur et ainsi de suite. Mais pour revenir sur la question de Roselyne, moi je pense que d'abord la droite va être servie par le bilan de François Hollande. Pardon d'y revenir, mais je suis désolé, mais les fondamentaux du pays tels qu'ils étaient en 2012, pour l'essentiel, auront été corrigés. Hormis le chiffre du chômage qu'on peut considérer comme encore trop élevé. Mais la pente sera là, la Sécu sera à l'équilibre. Le déficit dit structurel du pays, qui était de 4,5% du PIB en 2012, sera ramené à 1% et ainsi de suite. On peut continuer la liste comme ça. Oui, structurel. Par rapport au PIB, structurel. Dominique, Dominique ne sera pas plus élevé. Mais ça, mes sources ne sont pas nationales. Mais les sources sont basées sur une croissance que nous n'atteindrons pas. Alors, on verra si on n'atteint pas cette croissance. En effet, ça reculera. Bien sûr, si cette croissance n'est pas... Mais il n'empêche que ce travail-là ne sera plus à faire. Donc déjà, ce sera un acquis. Et la deuxième chose sur laquelle je m'interroge, c'est que quand même la droite, aujourd'hui, reste imprégnée d'un modèle, peut-être à cause de l'autoritarisme, peut-être est-ce à cause du libéralisme thatchérien. En gros, tout le monde se dispute pour savoir qui va être un petit peu le plus ressemblant avec Margaret Thatcher. Or, c'est précisément cette doctrine-là qui est terminée. Si on regarde le discours de Mme May, Premier ministre de Grande-Bretagne, aujourd'hui, il est à l'inverse. Il est de dire qu'il faut revenir à l'intervention de l'État. Il faut se préoccuper du logement. Il faut se préoccuper de l'éducation. Il n'y a rien de thatchérien à droite. C'est le truc classique. C'est le truc ultra classique. J'abaisse le plus fort. C'est la surenchère sur la baisse des dépenses publiques. La surenchère sur la baisse. C'est pas la surenchère. On a un déficit de 80 milliards. Il faut bien le résorber. Dominique, je pense que ce sera le problème principal de la droite. C'est pas thatchérien que de viser l'équilibre des comptes. Elle sera en décalage par rapport à. Juste parce que là-dessus, moi je l'entends beaucoup. Au retour de l'État. Mais non, mais l'objectif de l'équilibre des comptes, il est républicain, il est unanime. Personne ne peut dire qu'on va se satisfaire d'un déséquilibre de 80 milliards. Il faut bien arriver à réduire le prélèvement fiscal. Tout le monde dit qu'il est excessif. C'est évident que c'est excessif. C'est pas possible de continuer. Il n'y aura pas de croissance, pas de consommation, pas d'investissement avec un tel niveau de pression fiscale. Donc il faut baisser la pression fiscale. Oui, c'est évident. Vous ne lutterez c'est pas. Ça de rien. Dominique, vous ne lutterez pas contre le populisme. Vous ne lutterez pas contre la montée du populisme si vous n'engagez pas une puissante politique d'État, d'investissement, d'infrastructure. C'est rien que je ne vois pas. C'est le programme de Mme May. Ce sera nécessairement après quelques mois de pouvoir, on ne souffre pas d'un déficit d'étatisme en France. Alors, Bruno et Carole. Pour en revenir à la question initiale, je partage ce que vient de dire Dominique Régnier sur l'état d'impréparation engendré par les primaires. De la même façon que le Parti socialiste n'a pas travaillé de 2002 à 2007, puis de 2007 à 2012, parce que les uns et les autres étaient pris dans des querelles d'écurie personnelles, où il n'y avait pas de courant structurant comme il y avait sous Mitterrand, autour duquel tout s'organisait, où il y avait une cohérence idéologique et politique. Bon, tout ça étant perdu depuis le congrès de Rennes 1990, on est arrivé à ce à quoi on est arrivé. Et la droite vient de vivre la même séquence. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu l'épisode Copé-Fillon, et puis ensuite on a eu retour de Sarkozy, division, explosion. Et vous prenez les candidats tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, Juppé est un dessin, l'identité heureuse. Sauf que la définition est encore assez vague et floue. Et visiblement, quand on l'interroge, il a du mal lui-même à le définir. Et puis, de l'autre côté, vous avez Bruno Le Maire qui vous sort un programme de 1000 pages. Que personne ne lit, évidemment. Puis vous avez une candidate qui est Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, sur un débat de fond, la laïcité, est incapable de dire dans une émission, on l'interroge, quel est l'article 2 fondateur de la loi de 1905. Incapable de le citer, alors qu'elle-même demande dans le même temps l'interdiction de la pensée salafiste. Enfin bon, donc vous avez une kyrielle de candidats, plus ou moins préparés,
on va faire grâce et on va rendre grâce à Alain Juppé ou François Fillon qu'ils sont préparés, mais la cohérence entre les uns et les autres est quand même extrêmement problématique. Peut-être, Carole, sur tout ce qui vient d'être dit, mais est juste. Mais il y a un éventail à gauche, idéologique, qui se contredit. Entre, on va dire, Valls et Filoche, il y a une abîme, ou un abîme, je ne sais plus, pardon, un abîme. À droite, dans le fond, on ne va pas se perdre dans le... Valls et Filoche, ça fait d'ailleurs, ça sonne comme une vérité. Et Filochier. Carole, donc à droite, qu'est-ce qui, dans le fond... idéologiquement, économiquement, idéologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. On va regarder quoi Oui, enfin, idéologiquement, sur Nicolas Sarkozy qui colle au basque de Marine Le Pen. Non, il y a Fillon qui a un programme tout à fait carrément libéral. Je dirais que celui peut-être qu'il est le moins, c'est peut-être Nicolas Sarkozy, finalement. En économie. Après ça, moi, j'ai effectivement le sentiment que il y a beaucoup de vieilles recettes qu'on entend depuis extrêmement longtemps, la baisse des charges, la suppression de l'ISF. Le contre-choc fiscal. Dégressivité des allocations chômage. Mais on n'a pas le sentiment qu'il y ait vraiment grand-chose de nouveau, à part peut-être l'importance des chiffres de la suppression des fonctionnaires qu'il faudrait faire. Bon. Ce que je disais, et les Français vont se déterminer sur ça. C'est une usine à voter Front National, cette affaire, d'ailleurs. Et ça, c'est ce que dit Bayrou depuis le début. Il a raison. Il dit que c'est une machine. Sur les fonctionnaires, c'est une machine à faire voter le Front National. Il déchire à Emmanuel Macron défaire le statut des fonctionnaires, faire surenchère dans le nombre de fonctionnaires qu'on doit se mettre. Mais juste une petite parenthèse pour Dominique. Ah non, ça y est. Parce que tous les programmes de droite, et notamment plus sûrement celui de Fillon, qui se réclame le mieux et le plus de façon cohérente du libéralisme, conduisent à une aggravation des déficits pendant les 2 ans. C'est un grand débat. Mais non, c'est pas un grand débat. Il l'assume lui-même. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que dans les 3 mois qui suivront le retour au pouvoir, vous verrez l'État revenir en force, Dominique. On ne va pas dire ça. C'est sûr. Non, mais d'accord, mais là, juste à ce point-là, il a tort ou il a raison, mais sa stratégie, c'est de faire un déséquilibre dans un temps réduit pour avoir un équilibre sur le moyen terme. On pourra en discuter longtemps. Mais juste un mot là-dessus sur ce que disait Carole Barjon. Relance chiracienne classique. Non, mais c'est... Peut-être laisser Carole finir. Non, mais allez-y, Dominique, et puis après, elle continuera son propos. Non, mais c'est un... Il y a une espèce je dirais, de convergence économique avec des recettes qui ne sont pas toutes nouvelles. Et on dit ça va faire monter le Front National, etc. Le problème, il est simple. Ou bien on ne fait pas l'équilibre des comptes et on finira sans que personne puisse dire à quel moment, par avoir une espèce d'explosion de notre souveraineté à travers une crise du marché obligataire qui finira bien par arriver, ou bien on le fait, mais on doit le dire avant. Le dire avant, c'est maintenant. Le problème qu'a eu dire avant, c'est maintenant. Tiens, ça peut être un slogan, le dire avant, c'est maintenant. Le problème qu'a eu François Hollande, on le sait bien, c'est qu'il a pointé des objectifs qu'il a oubliés. Après, les gens ne comprennent pas. C'est comme la fracture sociale et puis alors justement, est-ce que Carole, il a pas on est ministre de la Finance, je veux dire. Oui. Après, on fait autre chose. Oui. La fracture sociale, c'était pas en 95. On dit voilà, et puis on fait autre chose. Il n'avait pas tout dit avant. Alors, c'est ça que je dis. Voilà, donc il faut tout dire avant. Du coup, quand on vous le dit avant, on dit vous servez le Front National. Ben oui, mais bon, c'est. Oui, mais Carole, justement, là-dessus, tous les candidats, y compris Juppé, se défendent en disant oui, mais le fait de l'annoncer avant, toutes ces mesures, ce contre-choc fiscal, ces suppressions de fonctionnaires, etc., ces 100 milliards d'économies, ils disent on affiche la couleur avant, mais est-ce que vous croyez que le fait de l'annoncer avant, ça immunise contre la rue, ça immunise contre des manifestations? Non, ils ont l'air d'y croire. Ça immunise même peut-être contre l'élection. Parce que je veux dire, c'était quand même, en gros, c'est ce que disait Raymond Barre. Il faut dire les choses, et la réduction du déficit, et l'austérité, la rigueur. C'est ce que dit Juppé ce matin dans le Parisien. On sait qu'en politique classique, en principe, ça vous rend quasi inéligible. Maintenant, on peut peut-être penser que Raymond Barre, c'était quand même il y a quelques années, qu'aujourd'hui les Français sont quand même plus mûrs pour entendre ce genre de discours.
mais jusqu'à un certain point, parce que moi je pense que tout de même les manifestations qu'il y a eu contre la loi El Khomri, quoi qu'on en pense par ailleurs, elles veulent dire quelque chose de l'état du pays, elles veulent dire quelque chose sur le besoin de protection qu'ont les gens et les citoyens, et cette demande sociale-là, elle ne va pas disparaître comme ça. Ouais. Ce qui veut dire, pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique, c'est très bien de promettre de la sueur et des larmes avant l'élection. Mais une fois qu'on est élu, il faut avoir une majorité solide et du temps. Or, si c'est Alain Juppé, prenons, puisque c'est l'hypothèse que nous promettent beaucoup de sondages, est élu président de la République, il a dit lui-même « je ne ferai qu'un quinquennat ». C'est-à-dire qu'on connaît le fonctionnement de la Ve République quand même. À partir du moment où vous avez un président qui arrive, dont on sait que dans 5 ans c'est fini, le 7 mai à 20h01 et 1 seconde, la guerre de succession commence. Donc vous avez affaire à une majorité qui sera problématique à gérer, avec, parmi ceux qui sont sur les photos ici, 3 ou 4 personnages qui se diront 2022 objectif. Donc c'est très compliqué. Il faut une majorité solide, du temps et une France sociale prête à mettre en application cela. Donc si vous arrivez en disant, comme c'était ce que voulait la majorité sénatoriale lorsqu'elle a eu la loi El Khomri entre les mains, en disant le CDI c'est fini, plus que des CDD pour tout le monde, vous allez voir le résultat. Ce ne sera pas une majorité monocolore. Juppé ne pourra pas gouverner avec une majorité monocolore. Il sera obligé d'inventer, et c'est ça qui sera intéressant, d'ailleurs, une nouvelle configuration politique, sinon ce sera impossible pour lui. Dominique et Carole, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas avoir fait les réformes en 2007, la droite, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu la crise, est-ce qu'aujourd'hui ça nourrit un complexe de la droite qui dit on n'a pas fait ça, les 35 heures on les a gardées, tout ça, donc on sort la grosse Bertha en 2017. Non, enfin, oui, enfin, il y a une... Ça dépend dans quel domaine. Hein. Quand on vous lisez les 1000 pages de Bruno Le Maire, pardon... Bravo de les livre le culte. Je l'ai reçu, alors... bon, j'ai passé quelques trucs quand même. 1000 pages de Le Maire, 150 pages de Dole. J'ai passé un week-end quand même. Pauline Hellman peut non, mais là où il y a une relation... derrière, dans l'oreillette. Vous avez raison, il y a une relation qui est que la question est souvent posée aux leaders de droite... Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Ils répondent en partie à cause de la crise, c'est une vraie raison, elle est indiscutable. La puissance de cette crise, son caractère historique ne peut pas être contesté, mais cependant la question leur est posée. Et donc aujourd'hui, en effet, ils sont dans une situation, les 6 ou 7, on parlera j'imagine de M. Poisson, ils sont en situation de devoir surenchérir. De devoir surenchérir sur ce sujet-là parce qu'ils sentent bien le doute, ils sentent bien le scepticisme. 100 fois, ça leur est dit, ça. 100 fois, ça leur sera demandé. Et jusqu'au moment du vote, l'électeur qui votera pour eux se dira est-ce que cette fois-ci, on va voir quelque chose ou pas ? Donc, il y a une espèce d'obligation. Mais ça veut dire aussi que nous sommes dans une époque, et je rejoins ce que disait Carole Bargeon, nous sommes dans une époque qui est différente. Il ne faut pas, je dirais, sombrer dans l'excès de continuité. Les Français ne sont pas dans la même situation parce que, voilà, ils voient bien, leur vie change, tout change. Et donc, l'idée que quand même, à un moment donné, il faut avoir un comportement différent, il faut accepter peut-être des choses qui paraissaient inacceptables hier, a fait son chemin. Ça ne fait pas pour ça une majorité progressiste prête à subir des réformes épouvantables à la queue leu-leu, mais on ne peut pas, je crois, comparer l'opinion d'aujourd'hui avec celle d'il y a 15 ans. Mais de toute façon, dire que ça va être très difficile, c'est l'inverse des campagnes électorales précédentes. C'est l'inverse de Chirac disant, etc., et ne pouvant pas tenir sa promesse. Il dit que ça va être très difficile et ce sera peut-être un peu plus facile. C'est une garantie, au fond, de redevenir populaire ou de rester populaire. Sauf si les gens trouvent que c'est plus difficile, cependant, parce que le jugement subjectif est devenu, aujourd'hui, les perceptions sont des réalités. Et le jugement subjectif est devenu très prégnant. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, je rappelle, Carole, le titre de votre livre, Qui sont les assassins de l'école ? Chez Robert, très bon livre sur les pédagogues qui ont, d'après vous, d'après beaucoup de gens, tué l'école. Et puis, les petits livrets de la Fondapol, très intéressant. Et puis, bien sûr, l'interview de l'Obs. Et merci à Pauline Hellman, qui a préparé cette émission, qui m'avait engueulé parce que j'avais sorti 1000 pages dans sa photocopieuse du programme de Bruno Le Maire. Je suis désolée, Pauline. Merci à tous. Bonjour, le bilan carbone. Oui, le bilan carbone. Merci à toute l'équipe technique aussi. À très vite. Merci.